Aujourd'hui, à l'entracte, on parle de Walking Dead. Et on apprend ce qu'est une mise en abîme. Une mise en abîme? De quoi elle parle encore celle-là? En plus, on dirait qu'elle lit ses textes. Ben voyons, elle a aucun respect. Allez tout le monde, en scène! What the hell's going on? What are you doing? I'm taking this place back from you. Ce n'est plus une nouvelle, mais cela reste triste pour les fans de Walking Dead. Deux acteurs forts de la série ont confirmé leur départ au courant de la saison 9. Le premier est Andrew Lincoln, alias Rick, le personnage principal, et l'autre est Lauren Cohan, Maggie pour les intimes. Ce que nous avons appris de nouveau, Daryl deviendra le personnage principal de la série. Semble-t-il que l'acteur qui l'interprète aurait déjà reçu une augmentation salariale, soit 20 millions de dollars. Le plus étonnant est que ce personnage est l'un des seuls qui n'existe pas dans la bande dessinée. Pour Lauren Cohan, elle est maintenant la tête d'affiche de la série Whiskey Cavalier, une nouvelle série policière diffusée sur ABC. Codename Fiery Tribune. She's got the highest killer capture rate of any spy at the CIA. Well, it's a good thing I shook her. Micro tracker. We have all the coolest toys. See, and I thought we were just having a tender moment. That's my gun, by the way. Well done. You too. La nouvelle showrunner Angela Kang a affirmé le 21 juin dernier qu'il y aura une nouvelle atmosphère dans la série. Elle dit se concentrer sur les relations entre les personnages. Nous avons appris que Shane reviendrait probablement le temps de faire un épisode flashback, car l'acteur John Bernthal a été vu sur les plateaux. Un saut de 2 ans sera fait entre les saisons 8 et 9. Les survivants croiseront-ils la route des chuchoteurs? Rappelons que dans la bande dessinée sur laquelle la série est basée, les chuchoteurs qui apparaissent au tome 22 sont des humains qui se cachent parmi les marcheurs. Les membres de cette tribu terrifiante recouvrent leur visage de peau humaine. You know, if I ever... You really think you're gonna take this community from us? From Glenn, from Michonne, from Daryl, from me? Qu'est-ce que la mise en abîme? Une mise en abîme est lorsqu'une histoire est racontée dans une autre histoire. Ajoutons la particularité très étrange que la seconde histoire doit être à la fois liée à la première par ses personnages ou son intrigue, et à la fois indépendante de la première, comme si on pouvait faire un propre film avec la seconde histoire. On peut déjà exclure les sauts en arrière, flashback, les sauts en avant, flash forward, équivalent à la prolepse en littérature. Voici quelques exemples concrets. Il existe des mises en abîme dans toutes les formes d'art. Les premières apparitions remontent à l'époque médiévale. Les blasons étaient des signes de reconnaissance d'un individu ou de sa famille. Le dessin prenait la forme d'un bouclier. Lorsqu'un blason était à l'intérieur d'un autre blason, une famille montrait ainsi son affiliation à une autre famille. On peut parler de mise en abîme car le dessin d'un bouclier possédant sa propre histoire se retrouve dans un autre dessin en forme de bouclier ayant aussi son histoire. Dans le domaine de la peinture, Joan Gumb s'est peint en train de peinturer son propre portrait en se basant sur son reflet dans un miroir qu'il a aussi peint. Au théâtre, il existe aussi des pièces mises en abîme. Citons l'illusion comique de Corneille dans laquelle Clindor et Isabelle jouent le rôle d'acteurs de théâtre. Les spectateurs voient une pièce de théâtre dans laquelle une pièce de théâtre est jouée. En littérature, le livre Les Faux Monnayeurs d'André Gide raconte l'histoire d'un homme qui écrit un roman qui s'intitule Les Faux Monnayeurs. On retrouve également des mises en abîme dans le domaine de la publicité. Ici, la vache qui rit porte des boucles d'oreilles sur lesquelles est dessinée la vache qui rit. Le groupe de musique Pink Floyd a utilisé ce procédé pour l'une de leurs pochettes. C'est également le cas pour l'affiche du film Memento. Les 20 saisons des Simpsons sont une mise en abîme puisque la famille s'assoit au fauteuil pour visionner les Simpsons.
Rechercher Google sur Google est une mise en abîme. La police, des poupées russes, deux miroirs qui se font face, une liste de listes, le mot dictionnaire dans le dictionnaire, une formation pour devenir formateur, vous comprenez maintenant que la mise en abîme peut être très variée. Au cinéma, il existe des dizaines et des dizaines d'exemples. Dans La folle histoire de l'espace, l'équipage regarde la vidéo du film La folle histoire de l'espace. Avance rapide, prêt! Avance rapide, feu! Feu! Qu'est-ce que c'est que cette scène? Ça se passe à quel moment dans le film? Maintenant! Ce que vous voyez, c'est maintenant! Tout ce qui se passe maintenant est en train de se passer maintenant! Et ce qui s'est passé avant? On l'a passé! Quand? À l'instant! Et ce qu'on voit maintenant, c'est maintenant! Alors repassez-le. Quoi? Maintenant? 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 Je peux pas! Pourquoi? Il est déjà passé! Quand? Juste maintenant! Quand est-ce qu'on arrivera à maintenant? Bientôt! Dans le film Existence de David Cronenberg, les personnages connectés à un jeu virtuel se retrouvent dans un jeu à l'intérieur de ce jeu virtuel. Dans le trailer Le 13e étage, le personnage principal crée un monde virtuel. Plus l'histoire avance et plus il réalise qu'il se trouve lui-même prisonnier dans un monde virtuel. Dans l'excellent film allemand Cours Lola court, Lola passe la plus grande partie du long métrage à courir dans l'espoir de sauver son amoureux. Alors qu'elle passe en trombe devant une femme qui regarde la télévision, on peut voir des images d'elle qui courent sous forme de bande dessinée. Il s'agit encore une fois d'une mise en abîme. Le film Inception est l'histoire d'un groupe de gens pouvant joindre le rêve d'une personne endormie qu'ils nomment le rêveur. Dans ce rêve, ils peuvent entrer dans le rêve de l'un d'entre eux qui serait tombé endormi dans ce premier rêve. En premier lieu, ils iront dans le rêve de Youssouf. Rêve dans lequel ils iront dans le rêve d'Arthur. Rêve dans lequel ils iront dans le rêve d'Ames. Rêve dans lequel ils iront dans le rêve de Cobb. Christopher Nolan s'est bien amusé en nous laissant une fin ouverte, ne nous révélant pas si tout le film ne serait pas, en réalité, le rêve complet de Cobb. Il serait toujours endormi, mais peut-être en phase de s'éveiller après qu'on lui ait implanté l'idée au plus profond de son subconscient que la réalité n'était peut-être pas celle qu'il croit. La matrice des sœurs Wachowski, autrefois les frères Wachowski, pourrait également être une mise en abîme. Neo découvre qu'il est prisonnier d'un programme informatique et réussit à revenir dans la réalité. Comme l'explique l'architecte, Neo a déjà fait les mêmes choix à d'innombrables reprises en vain. Mais si on suit les péripéties, pour faire ses choix à l'intérieur de la matrice, il a dû passer par les séquences dans la réalité à autant de reprises. Dans la réalité, on ne peut normalement pas ressusciter ou reculer dans le temps pour tout recommencer. Il se pourrait alors que ce que Neo croit être la réalité ne serait qu'une autre fausse réalité. Le film serait alors l'histoire de Neo, prisonnier dans un programme dans lequel il est prisonnier dans un programme. Cela expliquerait les pouvoirs que Neo se découvre hors de la matrice dans le troisième film et d'autres éléments comme la sortie de Monsieur Smith de la matrice alors qu'il n'est qu'un programme antivirus. La mise en abîme dans le cinéma pourrait être une façon pour les réalisateurs de nous faire comprendre à leur manière que quelque part, il y a plus grand que notre petit monde. L'acteur James McAvoy a pris un cliché de la vache qui rit durant le tournage de It 2. On fait des liens. Voici les nouvelles en vrac. Xavier Dolan aura un rôle dans It 2. Le jeune réalisateur a affirmé que le premier It est son film préféré du siècle actuel. Les producteurs ne se sont pas fait prier pour lui offrir un rôle. Il jouera Adrian, un personnage tout droit sorti du roman de Stephen King. Le tournage du film a débuté il y a quelques jours. Sa sortie est prévue en septembre 2019. Linda Hamilton reprend son rôle de Sarah Connor dans le prochain Terminator. La femme de 61 ans n'avait pas repris ce rôle depuis 1991 dans Terminator 2.
Souvenons-nous qu'elle avait été mariée à James Cameron, le réalisateur de 1997 à 1999. Le réalisateur du prochain film est Tim Miller. La bande-annonce du prochain Halloween est arrivée. Jamie Lee Curtis reprend son rôle qu'elle a rendu célèbre il y a 40 ans. Halloween 2, 3, 4, 5 et 6, Halloween 20 ans, Halloween Résurrection et les 2 Halloween de Rob Zombie sont mis aux oubliettes. Ce nouveau Halloween doit être considéré comme la suite directe du tout premier Halloween de John Carpenter de 1978. C'est Hollywood PQ qui rapporte la nouvelle. Kit Harington et Rose Leslie se sont mariés samedi passé, le 23 juin. Plusieurs vedettes du Trône de Fer ont assisté à l'échange des anneaux. Sophie Turner, Maisie Williams et Emilia Clarke. Souhaitons-leur plein d'amour loin des marcheurs blancs. Mis à part Mission Impossible dont vous avez parlé, voici les sorties ciné du mois de juillet. Le 6 juillet, Paul Rudd enfile à nouveau son costume de Ant-Man pour nous faire voir grand. Il aura une alliée de taille, la Guêpe, incarnée par Evangeline Lilly. Le 13 juillet, Dwayne Johnson sautera d'un building à l'autre dans le film Gratte-ciel. Alors qu'il est en charge de la sécurité, il se trouve victime d'un complot. Il fera tout pour sauver sa famille. Toujours le 13 juillet, nous retrouverons nos personnages du film d'animation Hôtel Transylvanie. Dans sa version d'origine, nous pourrons entendre les voix, entre autres, d'Adam Sandler et de Selena Gomez. C'est tout pour aujourd'hui. On se laisse sur la bande-annonce du film québécois 1991 qui sort le 27 juillet au cinéma. Il s'agit du 3e film autobiographique de la vie du réalisateur Ricardo Troggi après 1981 et 1987. Jean-Carl Boucher reprend à nouveau le rôle de Ricardo Troggi. Vous imaginez si un jour Ricardo Troggi tournait un film autobiographique des années où il tournait ses 3 films? On aurait Ricardo Troggi qui réalise un film, dans lequel Jean-Carl Boucher réalise un film, dans lequel un jeune acteur interprète le rôle de Jean-Carl Boucher qui interprète le rôle de Ricardo Troggi. Ce serait toute une mise en abîme. Ciao ciao! En 1981, j'étais persuadé qu'Anne Tremblay était la femme de ma vie. Puis en 1987, j'ai changé d'idée. C'était Marie-Josée Lebel, la femme de ma vie. Mais oubliez ça. C'est finalement en 1991 que je l'ai rencontrée, la femme de ma vie, Marie-Ève Bernard. C'est pour ça que le jour où elle m'a donné rendez-vous en Italie, je suis allé la rejoindre. Comme d'habitude, ça a été compliqué. J'ai été obligé de dealer avec un weirdo qui avait jamais une scène, 2 Allemandes qui avaient trop de linge, un nono puis un autre nono, 3 diplomates canadiennes, un Africain tout le temps en chess, une Grecque qui me lâchait plus, un drogué qui était drogué, puis un paquet d'autres problèmes que je vais vous raconter cet été parce que là, j'ai pas encore fini le film. Parce que vous avez fait toutes des faces bizarres. Non, c'est bizarre, elle l'a eu du premier coup.